Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule sonore des libraires confinés, mais néanmoins en roue libre. Alors en fait je passe pas mal de temps dans ma bibliothèque personnelle à farfouiller pour trouver un livre, un texte qui soit original, qui soit aussi pertinent et puis peut-être même drôle et pourquoi pas un peu critique ou même prophétique, soyons fous. Du coup j'avais pensé à Marx, ça aurait pu convenir, mais bon il est quand même pas très jouesse. Alain Guyard, ça colle, mais j'ai déjà fait. Finkielkraut, ça peut être très drôle, mais il manque un petit peu les autres points par contre. Et puis je suis retombé sur un bouquin publié au Dilettante il y a quelques années, qui s'appelle Un peu plus bas vers la terre de Renaud Serqueux. Alors Renaud Serqueux, il cumule pourtant les handicaps. Il est breton et prof d'anglais. Mais comme je suis quelqu'un de tolérant, je pense qu'il faut séparer l'homme du breton. D'autant qu'après avoir commis 2 BD bien déjantés, Dérapage et le syndrome de Warhol, il a poursuivi avec le recueil de nouvelles dont je vais vous parler, avant d'écrire un roman, Afin que rien ne change, que je vous conseille fortement lui aussi. Donc, un peu plus bas vers la terre. Ce sont 5 nouvelles, sortes de fables grinçantes et punk sur notre société pré-Covid-19, mais déjà post-apocalypse. Car oui, l'apocalypse est en cours, et vous pourrez croiser au gré des pages quelques zombies, pas mal de singes, des traders, des irradiés, et même le Père Noël. Une de ces nouvelles s'appelle God Digger, transformation du chercheur d'or Gold Digger en chercheur de Dieu. Elle met en scène Jérôme, et il n'y a strictement aucun lien, un jeune trader en pleine crise existentielle sur le sens de son boulot, de sa famille, de tout, qui décide de prendre une année sabbatique pour partir vivre le frisson de l'aventure en allant chercher de l'or en Guyane. Et malheureusement pour lui, il en trouve et se fait mitrailler par les clandestins qu'il avait embauchés, le forçant à fuir à travers la forêt pour atterrir dans un rade crasseux, mélange de bar et de bordel. Et c'est à ce moment que je vous propose de le retrouver. En me hissant fébrilement sur un tabouret, j'ai aperçu un singe assis à l'autre bout du comptoir. Un orang-outan, mâle, avec une espèce de donut graisseux tout autour de la gueule. J'en avais déjà vu un comme celui-là, aux eaux de la Palmyre l'été précédent, avec ma femme et ma fille. Une bestiole énorme, très imposante, sereine, à mi-chemin entre un Bouddha obèse couvert de poils roux et le duc dans The Big Lebowski. Mais celui-là tenait une Corsair 8.0 dans la main droite, tirait lentement sur un énorme joint, et battait du pied au rythme de la bossa nova. Comme dans une comédie ringarde, je me suis pincé le nez pour reprendre mes esprits. J'ai laissé passer quelques secondes avant de relever la tête, mais je n'avais pas rêvé. Le singe était toujours là, savourant sa bière et son joint, apparemment envoûté par le rythme tristement entraînant de la bossa nova. La chaleur m'écrasait les poumons. J'étais si fatigué que j'avais du mal à tenir assis. J'ai décidé de ne pas prêter attention à cette voix qui me murmurait qu'il n'y a pas d'orang-outan en Guyane, que ces singes-là vivent en Indonésie et en Malaisie. En tout cas, c'est ce que j'avais lu sur le petit panneau près de l'enclos des grands singes. Un vol de dauphins aurait traversé le ciel que je n'aurais pas bronché. Je n'étais pas d'humeur pour ce genre de conneries. Le barman est revenu avec mes bouteilles d'eau dégoulinantes de fraîcheur et les a posées devant moi. Sur chaque doigt, à l'exception des pouces, il portait une bague en argent décorée d'une tête de mort. L'une d'elles me lançait un sourire goguenard. Je devinais ses pensées. Tu fais moins le malin, petit bourgeois pathétique et arrogant. Tu te croyais très fort, mais tu t'es bien fait baiser. J'ai descendu la première bouteille d'une traite et j'ai demandé au barman, dites, c'est quoi ça? Quoi, ça? Ça, le singe? Ah, ça. Le type a allumé un Havane, et dans un nuage de fumée, il m'a répondu, c'est Dieu. Vous l'avez appelé Dieu? Non, c'est Dieu. Comment ça? Dieu, le Créateur, Allah, Prométhée, appelle-le comme tu veux. Moi, je l'appelle Dieu. Vous vous foutez de moi. Pourquoi je ferais une chose pareille? Va lui parler.
Vérifie par toi-même. Que j'aille parler à un singe. Si je te le dis, qu'est-ce que t'as à perdre? Vu ton état, je dirais que pour l'honneur, c'est déjà fait. Alors fonce, champion, saisis ta chance. J'ai pris ma bouteille d'eau, je me suis levé tant bien que mal et je me suis dirigé vers le singe. Salut, il a articulé du coin des lèvres, sans m'adresser un regard, toujours aussi absorbé par la bossa nova. Enfin, assis-toi, fils, tu as l'air bien fatigué. Le singe m'indiquait le tabouret à côté du sien. Alors, qu'est-ce qui t'amène? J'ai hésité quelques secondes avant de répondre. J'avais de plus en plus mal au crâne. Je ne souhaitais qu'une chose, m'allonger par terre, m'endormir, et qu'à mon réveil tout ça, ce bordel, ces putes et son singe, ait disparu. Mais je suis joueur, j'ai pris sur moi pour voir où cela me mènerait. C'est une longue histoire. Ouais, j'ai tout mon temps. Ce type dit que vous êtes Dieu. Techniquement, c'est vrai. Comment ça, techniquement? J'ai créé la race humaine. Intérieurement, j'étais hilar. L'aplomb de ce singe avait réveillé mon instinct de compétition. Et par quel miracle? En croisant une banane avec une noix de coco? Du calme, fils. Si tu ne veux pas de réponse, ne pose pas de questions. Ne me fais pas regretter de t'avoir adressé la parole. En temps normal, j'aurais rabattu le caquet de ce macaque arrogant avec plaisir. Mais quelque chose dans sa voix, une force inébranlable, avait dégonflé mon orgueil. Tu devrais te méfier des apparences, fils. J'ai l'air d'un singe, mais je n'en suis pas un. Sur ma planète, j'étais un scientifique, un généticien. Je me considérais comme un primatiste. Tout ce qui comptait pour moi, c'était le bonheur de mes semblables. Je voulais améliorer leur quotidien, grâce à la science. Ça m'a valu quelques récompenses d'ailleurs. Et puis un jour, j'ai créé l'homme. J'avais dans l'idée d'inventer une créature qui ferait toutes les corvées, le sale boulot, toutes ces besognes sans intérêt qui empêchaient les gens de mon espèce de se consacrer à des entreprises plus nobles. L'art, la culture, la politique, la spiritualité, le sport. Et comment avez-vous accompli ce miracle? Ça n'a pas été très compliqué. J'ai combiné différents génomes de primates pour obtenir un animal disposant de nos capacités physiques, mais pas de nos dispositions intellectuelles. Assez intelligent pour effectuer des tâches d'un certain niveau de complexité, mais assez demeuré pour ne pas attendre davantage de l'existence. Une sorte d'esclave consentant, un être dont la nature serait de servir. C'est comme ça que j'ai inventé l'homme. Le singe s'est tu, comme s'il avait terminé son histoire. C'est tout? Tu es du genre impatient, toi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mon invention n'a pas été aussi bien reçue que je l'espérais. Votre laideur et votre bêtise ont effrayé mes congénères. On m'a traîné en justice, on m'a humilié. Mes détracteurs m'ont accusé d'avoir créé un monstre dangereux. Une menace pour l'équilibre de notre société et de notre planète. Ils ont voulu faire un exemple pour tous les savants qui confondraient la nature avec un jeu de construction. Ils m'ont envoyé dans l'espace, en compagnie des quelques spécimens que j'avais produits. Mon vaisseau a atterri ici. Enfin, en Afrique. Tu connais la suite. Le singe a éclusé le fond de sa corsaire. Quel gâchis! Vous étiez parfait, exactement comme je vous avais imaginé. Incapable d'agir, de penser par vous-même. Perdu sans maître. Impatient d'obéir aux ordres, n'importe lesquels, tant qu'ils vous empêchaient de douter. De parfaits esclaves.